Gérard Dréan, bonjour, merci d'être avec nous sur Grand Angle Crypto aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que je peux dire que tu es un hybride entre un économiste et un informaticien? En réponse à la fameuse blague, Bitcoin c'est tout ce que vous ne comprenez pas à l'informatique et tout ce que vous ne comprenez pas à l'économie réunis dans une techno. Et bien là, on a la personne qui est capable d'approcher la chose sous les deux angles. Oui, bon, alors bon, c'est justement ça qui m'a fait m'intéresser à Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Pour résumer, à la faire courte sur mon parcours, moi je suis un vieil informaticien, vieux ça se voit, informaticien ça se voit moins, mais moi je suis entré à IBM en 1957, à l'époque où les premiers ordinateurs débarquaient en France. Hein. Et donc depuis, bon, j'ai fait une carrière à IBM assez intéressante, et une chose particulière, c'est que j'ai toujours été dans tous mes postes à IBM à cheval sur la technique et le commerce, c'est-à-dire que tous mes postes avaient, en proportion variable suivant les cas, ou bien expliquer aux utilisateurs et aux vendeurs, etc., ce qu'étaient les produits, et les ordinateurs donc à l'époque, ou bien à l'inverse, aller expliquer aux développeurs de produits dans les laboratoires ce qu'il fallait faire pour satisfaire les clients. Donc j'ai eu moi cette carrière-là, et j'ai toujours gardé cette passion d'essayer de comprendre des choses et d'essayer de les expliquer. C'est bon, c'est ma passion. Et en matière d'économie, tu as poussé le schmilblick loin. Alors, quand j'ai quitté, bon, après IBM, j'ai fait d'autres choses, et puis j'ai éprouvé le besoin d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'était l'époque où la ruine, si on peut parler de ça, la ruine d'IBM commençait à se dessiner, où des jeux Microsoft, Apple, etc. étaient en train de monter. Donc là, en quelle année, là? Ça, c'est les années 90. Hein. Là, il se passait des choses, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et bon, j'avais mon temps libre, j'étais dans une retraite plus ou moins anticipée. Et donc... Tu avais 50 ans à cette époque, Ah non, j'avais plus que ça quand même, j'avais presque 60. D'accord. Hein, bon. Et donc, je me suis dit, je vais aller fouiller dans la littérature pour voir qui a des explications. Donc, je suis allé fouiller dans la littérature économique, c'était le premier endroit où je cherchais. Et puis, j'ai rien trouvé. J'avais beau chercher, qui explique ce qui se passe à l'intérieur des entreprises et comment les entreprises s'organisent les unes par rapport aux autres. Et donc, ça m'a amené à fouiller, mais c'est extraordinaire. Donc, du coup, je suis devenu un peu un expert, si j'ose dire, sur l'histoire de la pensée économique, mais depuis l'origine des temps, depuis Démocrite, hein, tout ça. Bon, donc là, je connais un certain nombre de choses. Ça m'a amené à porter un jugement extrêmement négatif sur l'économie telle qu'on l'enseigne aujourd'hui. Ça m'a amené à devenir un adepte de ce qu'on appelle l'école autrichienne, que je préfère appeler d'ailleurs l'école franco-autrichienne, parce qu'en fait, l'école autrichienne ne fait que prolonger Turgot, Jean-Baptiste Say et Bastiat. Hein, bon. D'abord. Donc, voilà. Hein, bon. Et donc voilà, donc je me suis plongé dans l'économie, j'en ai tiré une certaine position personnelle sur le sujet. Et donc, et un jour, donc, en lisant des textes dans une revue libérale qui était, je ne sais pas, non, c'était pas Contrepoint, c'était une autre, je tombe sur un article bizarre, Bitcoin, etc. Je me dis, tiens... En quelle année? Ça, c'était, je pense, 2013. Fin 2012, début 2013. Je tombe sur un article qui m'étonne, tout ça, je lis ça, bon, ça me rend un peu perplexe. Je me dis, ça, c'est passionnant, ça serait marrant que j'essaie de comprendre ça. Et puis, je me dis, effectivement, ce que tu as dit. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir quand même de bonnes notions d'informatique, et je n'en avais à l'époque pas assez pour ce sujet-là, on y reviendra peut-être par la suite. Non, surtout, comment fonctionne un système en réseau pair à pair. C'est ça le gros problème, je crois. Bon. Et il faut de ça, et pour comprendre ce qui se passe, l'impact que ça a, il faut quand même connaître pas mal d'économie. Et voilà comment je me suis lancé dans ce truc-là. Hein. Et ça date, je te dis, de 2013 ou quelque chose comme ça. Mon premier article sur le sujet, que j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps, parce que... Bon, enfin non, je laisse tomber, je te rends la parole. Non. Mon premier article sur le sujet, je crois que c'est avril 2013. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses à cette époque-là? C'est-à-dire, tu te dis, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce machin? C'est un logiciel ou c'est de la monnaie ou c'est Alors, un système de paiement? Alors, l'une de mes grandes thèses, si tu veux, l'une de mes thèses à ce sujet-là, c'est que si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, il faut parler d'abord et avant tout de système de paiement. Et tout système de paiement a évidemment besoin d'une unité de compte. Hein, bon.
Donc il y a une unité de compte. Est-ce que cette unité de compte est une monnaie ou pas? Alors ça, on peut en discuter toute la journée si tu veux. J'ai fait justement un article, je me cite assez souvent, en disant, si on commence par cette question-là, alors on est sûr de jamais s'en sortir, parce que la question en elle-même n'a pas de sens. Bon, ça rejoint les positions autrichiennes sur la monnaie. Ce qui est que n'importe quoi peut servir de monnaie, mais à des degrés différents. Voilà. Donc pour toi, c'est un système de paiement? Pour moi, c'est. J'aime pas beaucoup les c'est ceci, c'est cela, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je dis, pour bien comprendre, il faut partir de l'analyse du système de paiement. C'est ça que je dis. Hein. Je dis pas que c'est un système de la même façon que savoir si Bitcoin est un moyen de règlement ou une réserve de valeur, c'est les deux. C'est la pratique qui nous le dit. C'est les deux. C'est ce que j'ai écrit aussi, je me cite souvent, tu vois. Si on te donne 10 €, que tu les gardes dans ta poche pour t'acheter immédiatement un sandwich, c'est un moyen de paiement. Si tu les gardes pour dans 10 ans, pour dans 3 ans t'acheter une voiture ou tout ça, c'est une réserve de valeur. C'est le même billet de 10 €. C'est l'usage. Autrement dit, c'est l'usage qui fait la monnaie. Hein. La monnaie, il n'y a pas une essence monnaie. Comme ça, mais il y a des tas de choses qui peuvent être utilisées comme moyen de paiement et comme système de valeur, et c'est l'usage qui fait qu'on le fait l'un ou l'autre. Alors ça, c'est une monnaie ou pas. Alors évidemment, les gens de la Banque de France et de la BCE te disent une monnaie, c'est par définition quelque chose qui est créé par l'État. Bon, d'accord, mais ça, un Autrichien ne peut pas accepter ça, évidemment. Du coup, qu'est-ce que les systèmes de paiement nous permettent de comprendre sur Bitcoin? Je reformule ma question. Alors là, attends, je ne sais pas bien par quel bout répondre à cette question-là. Qu'est-ce que les systèmes de paiement nous permettent de... Bon. Parce que tu nous dis qu'il faut comprendre les systèmes de paiement pour comprendre Bitcoin. Bitcoin, alors là, si tu veux, c'est l'unité de compte, c'est l'unité d'un certain système de paiement qui s'appelle Bitcoin, le Bitcoin avec un petit b, et l'unité de compte d'un système de paiement qui s'appelle Bitcoin avec un grand B. Bon. Ça peut être l'unité de compte d'autres systèmes. Par exemple, il existe le Wrapped Bitcoin, qui est sur, je ne sais plus trop quoi, sur Ethereum, je pense, etc., qui utilise la même unité, mais intégrée dans un autre système. C'est vrai de toutes les monnaies, si tu veux. Entre le billet qui sert à payer et ta carte de crédit ou un chèque, c'est des systèmes de paiement différents, mais c'est toujours la même monnaie. Hein. C'est là que je m'inscris en faux sur des trucs, par exemple, quand on dit, il y a, dans les monnaies en général, il y a ce qu'on appelle les monnaies de banque centrale et les monnaies de paiement général. C'est pas vrai, c'est la même monnaie, ce qui change, c'est le système de règlement, qui dans un cas n'est ouvert qu'à certains participants, les banques, et dans d'autres cas est utilisable par tout le monde, tu vois. Mais Bitcoin, c'est un peu pareil. Et j'applique, moi, au fond, les principe, si tu veux, des économistes autrichiens, c'est que tout peut servir de monnaie. Et il peut exister des tas d'autres moyens de règlement légitimes qui sont eux-mêmes et possèdent peut-être des crypto-monnaies. Hein, et c'est l'usage qui fera la différence. Alors, l'usage, il est en partie déterminé par des caractéristiques techniques de tout ça. Il est aussi beaucoup déterminé par les aspects sociaux. C'est évidemment un truc que tout le monde utilise. Moi, j'ai d'autant plus tendance à l'utiliser. Hein, mais bon... tout ça, si tu veux, autrement dit, pour moi, je ne vois pas, dans ce monde-là, je ne vois pas le monde en noir et blanc, tu vois. Je vois tout ça, une grande nuance, où tout se mélange, où il y a des différences sont qualitatives, certaines quantitatives, etc. Sur le cas du Wrapped Bitcoin, par exemple, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a quand même un changement fondamental qui s'opère, c'est qu'à un moment, on est sur la blockchain Bitcoin, et qu'à un moment, on l'envoie chez je ne sais plus qui, le Bitcoin, il le met dans une boîte, il ferme à clé, et ensuite, il réémet un jeton, on va dire, chez Ethereum qui s'appelle Wrapped Bitcoin. Mais le Wrapped Bitcoin, lui, du coup, il n'est plus assis du tout sur la même techno. Donc on n'a plus la même... Non, bien sûr, on n'est pas assis sur la même techno. Et alors on n'a plus les mêmes caractéristiques. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? On n'a pas le même niveau de sécurité, on n'a pas les mêmes caractéristiques. Oui, enfin, oui et non. C'est plus pareil quand même. Là, on va passer à un autre sujet. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Dès l'instant qu'il existe, si tu veux, pour moi, dès l'instant qu'il existe un système plus ou moins automatique, et dans ces cas-là, il est automatique, qui fait que la valeur de l'un est toujours égale à la valeur de l'autre, pour moi, c'est donc la même monnaie, par définition. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça circule sous de formes différentes.
De la même façon un 10 euros, ça peut être un billet de 10 euros, ça peut être 10 pièces de 1 euro, ça peut être un chèque de 10 euros, ça peut être une transaction carte de crédit, mais c'est toujours 10 euros. Alors pour aller plus loin, je dis par exemple, Ethereum saute. Pour une raison ou pour une autre, on s'en fiche. Mon wrap Bitcoin disparaît, parce que Ethereum a sauté. Ouais. Que devient mon Bitcoin à la base qui est dans la boîte? Est-ce que quelqu'un a la clé de la boîte? Alors je sais pas, je pense que au moment où on a créé, là je sais pas, ça dépasse mes compétences, hein, mais j'imagine qu'au moment, ça ne marche que si, au moment où on crée le wrap Bitcoin sur Ethereum, on bloque le Bitcoin sur la chaîne Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on le détruit. Et qu'on peut plus. Non, voilà, c'est pas si qu'on le détruit, c'est qu'on ne peut plus y toucher. Voilà, c'est ça. On peut il plus est y détruit toucher. dans l'usage. Alors, voilà. Il est mis hors d'usage. Alors, et dans ce cas-là, ça marche. On peut dire la valeur a bien été transférée, parce que comme il a explosé là-bas, ici, il est dans les abîmes. C'est tout le problème de ce qu'on appelle les transactions atomiques, où quand on change, c'est tout le problème du change, si tu veux. C'est-à-dire que quand on change une monnaie pour une autre, il faut que les deux transactions se passent en même temps, ou pas du tout. Hein. Bon, là, c'est le même cas. Alors que pour l'USDC, par exemple, si on file la métaphore, là, c'est une entreprise qui prend des dollars, des obligations, des machins, des trucs. Ouais. Donc, on ne peut pas mettre dans un smart contract. Il faut obligatoirement le mettre dans un compte bancaire. Ouais. Donc, on émet de l'USDC. Si l'USDC explose, pour une raison ou pour une autre, on s'en fiche. À un moment, quelqu'un va récupérer les treasuries. Ouais. Donc, on aura arnaqué quelqu'un dans le... Ouais, donc, il faut voir au cas par cas. Il faut voir comment c'est fait techniquement. Exactement, il faut voir comment c'est fait au cas par cas techniquement. C'est pour ça que je le disais, moi je me méfie beaucoup, dans ce domaine-là comme dans d'autres, des grandes idées très générales qu'on applique comme ça, tu vois. Et alors, il y a un sujet, toi, que tu creuses, et moi je trouve ça intéressant parce que Bitcoin, pour moi, il y a deux volets. Enfin, on va l'approcher sous deux volets, parce qu'on peut l'approcher de plein de façons différentes, mais il y a un volet technologique, P2P, crypto, chiffrement, le jeton d'une blockchain, etc., etc. Et ça, c'est de la technique. Donc, intuitivement, j'ai tendance à dire, il y a eu on peut toujours dépasser la technique, parce que sinon, ça veut dire que l'histoire de l'humanité s'arrête et c'est triste. Et puis, il y a le côté qui est beaucoup plus politique, organisationnel, où là, en fait, il y a une conception à la base de Bitcoin qui est très particulière, où il y a un mec un peu barré qui s'est dit « Hop, je code, je fais un truc génial, et pouf, je disparais ». Et là, on se retrouve avec une vraie organisation sociocratique, anarchiste, on qualifie ça comme on veut, mais en gros qui est capable, qui a mis des millions de gens autour d'une même table et qui se retrouvent à décider ensemble. Alors qu'en général, c'est ce qu'on dit des anarchistes, quand ils sont un, il y a une doctrine, quand ils sont deux, ça peut passer, et quand il y en a un troisième, il y a un courant qui se crée. C'est très difficile. Est-ce que cette organisation politique, elle, peut être reproduite, est-ce qu'elle pourrait être dépassable, etc. Ou alors, est-ce qu'on a assisté, comme certains le disent, à une immaculée conception miraculeuse qui donne un truc vraiment unique? Alors, je pense que cette organisation-là, elle peut parfaitement, et elle est, reproduite dans d'autres systèmes. Voilà. Justement, non, on va en parler. On va en parler. Elle peut être, et elle est, reproduite dans d'autres systèmes. Alors, à des degrés différents. Je voudrais déjà te reprendre sur un point qui me semble très important, avec qui j'avais eu une longue discussion, une sommité des mathématiques et qui s'était intéressé aux crypto il y a quelque temps. Tu disais, il y a des millions de gens qui participent aux décisions. C'est pas vrai. Des gens qui participent réellement aux décisions, il y en a un peu plus de 8000. C'est-à-dire, c'est les nœuds complets c'est les nœuds complets dans Bitcoin. Je te raconte pas l'histoire des mineurs, des nœuds complets, on vote etc. avec ces bitcoins, c'est-à-dire que si ça me plaît pas, j'achète de l'Ethereum et puis je suis plus dans le réseau. D'accord, mais c'est vrai de tout, c'est vrai de tout. C'est pas propre à Bitcoin. Si tu n'as pas envie d'utiliser Bitcoin, on va dire des décisionnaires actifs dans le process. Le reste, si tu n'as pas envie d'acheter de l'ADA, tu n'achètes pas de l'ADA. Voilà, ça c'est pareil, il n'y a pas de différence. Non, la vraie différence, c'est que dans ce système, si on reprend l'histoire de la proof of work, ceux qui décident vraiment de ce qui va se passer, c'est les 8500 nœuds complets. C'est eux, c'est pas les mineurs, contrairement à ce qu'on croit. Les mineurs, qui sont au nombre, contrairement à ce qu'on dit de nouveau, qui sont au nombre d'une petite vingtaine. Les gros mineurs industriels, Oui, mais c'est les seuls qui ont un impact. C'est les seuls qui trient les transactions et qui disent cette transaction-là je la prends, celle-là je la prends pas. Parce qu'une fois qu'ils ont créé leur bloc en disant je prends cette transaction, je prends pas celle-là, une fois qu'ils ont créé leur bloc et qu'ils l'envoient sur le réseau, les autres, les nœuds complets, donc ils ne peuvent que dire oui ou non. Mais ils peuvent dire non. C'est-à-dire
il est concevable que si tous les mineurs décidaient de s'allier, s'il restait, imagine par exemple, qu'un seul mineur. Imagine qu'il ne reste qu'un seul mineur, et que ce mec-là fabrique des transactions qui ne sont pas valides, et qu'il envoie des blocs avec des transactions invalides. Les nœuds complets s'en apercevraient, parce que dans le protocole qu'exécutent les nœuds complets, ils revérifient toutes les transactions une par une. Hein. Donc ils refuseraient les transactions. Là, non, tout s'arrêterait. Il n'y aurait plus personne pour fabriquer les blocs, et le seul qui les fait, ces blocs seraient refusés. Alors, en même temps, les nœuds complets ne sont pas autonomes, parce que s'il n'y a plus de mineurs, ils font rien. Ah ben c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un espèce de pistolero là, de Mexicains qui sont toujours en joue les uns avec les autres. C'est sûr, non mais je suis d'accord avec toi. Mais le pouvoir ultime, il est entre les mains des 8500 nœuds complets. C'est là qu'il est. Bon, alors, si tu regardes d'autres systèmes maintenant, l'équivalent des nœuds complets dans Ethereum, tu n'en as pas 8500, c'est vrai. Tu en as 3200, je crois, quelque chose comme ça. 3200 3200. Bon. Dans Solana, dans Cardano, puisque c'est Cardano que j'avais regardé, dans Cardano, il doit y en avoir un peu plus de 4000, hein, tu vois. Bon, voilà. Hein. Alors, pour Ethereum, il y a une fondation quand même. Si je prends Vitalik Buterin par les pieds et que je le secoue, il va me faire les modifications que je lui demande sur le protocole Ethereum. Et alors, si ça ne me plaît pas, si moi, je suis nœud, voilà. Si moi, je suis nœud Ethereum, et que les modifications de Vitalik ne me plaisent pas, bah, je ne les utilise pas. Je fais sécession. C'est ce qu'on appelle un hard fork. Mais est-ce que Ethereum aujourd'hui est suffisamment développé pour qu'on puisse dire on n'a plus besoin justement de consensus pour mettre à jour, pour faire... Non, pas du tout, mais qu'est-ce que ça change? En gros, on a quand même cette idée forte dans Bitcoin que l'équilibre des forces, on n'a pas de Vitaline Buterin si on peut pas à qui j'envoie une injonction d'aller en prison. Bien sûr. Voilà. Je suis d'accord. Mais qui je mets en prison imagine que l'ONU, hein, c'est au niveau mondial, on ne prend même pas un pays. Imagine que l'ONU donne l'ordre à Vitalik Buterin, arrêtez cette connerie-là. Voilà. Arrêtez Ethereum. Ou alors vous nous faites des backdoors, des machins, des trucs. Ma thèse, la thèse que je défends, c'est qu'il ne peut pas, même s'il veut, il ne peut pas plus que Satoshi Nakamoto, s'il était encore en vie, pourrait arrêter Bitcoin. Le phénomène est parti, la façon dont c'est géré, dont ça fonctionne est telle que c'est impossible à arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Autrement dit, cette légende, c'est ce que j'ai écrit dans un article récent d'ailleurs, cette histoire de Satoshi Nakamoto qui a disparu et ça change tout, non, ça change strictement rien. Je citais un chanteur des années 70, Michel Fugain, qui chantait « C'est un beau roman, c'est une belle histoire », à propos d'autre chose. Mais à mon avis, c'est ça. Hein? Alors là, techniquement, moi, il faut que je dise que je ne suis pas du tout assez calé pour savoir, pour avoir une opinion là-dessus. Quand on dit si Vitalik Buterin est à 100 gisés ou je sais pas quoi, ou si jamais pire, on disait, admettons qu'on découvre qu'il se tape des gosses, etc. Quel impact ça aurait sur... Mais là, je ne sais pas. Voilà. Regarde l'histoire. Dans 2017-2018, à l'intérieur du clan Bitcoin, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord sur la taille du bloc, sur des trucs comme ça. Bon, chacun d'entre eux a lancé son propre système. Alors, il se trouve que Bitcoin continue à dominer, et encore, il domine en termes de capitalisation boursière, etc., en termes de trucs, mais par exemple, aujourd'hui, il y a plus de transactions tous les jours sur Bitcoin SV qu'il n'y en a sur Bitcoin. Donc, il y a... Alors après, Bitcoin SV, c'est plus glissant parce que le mec qui est derrière, c'est Craig Wright, et le mec est reconnu pour être un escroc notoire. Oui, mais peu importe. Je veux dire, il peut très bien simuler des transactions avec des échanges. Pas à ce point-là. Je sais pas, mais en tout cas, là, on est dans le domaine de l'escroquerie. Par contre, si tu me dis sur Ethereum, il y en a plus, parce que je crois qu'ils sont à 15 par seconde, alors que Bitcoin est à 7, je crois. Je crois que sur Ethereum, il y a un peu plus. Ou alors, je sais plus quel crypto... Oui, parce que les deux... Oui, c'est vrai, ça doit être vrai. Parce qu'il ne faut pas non plus confondre la capacité et l'utilisation réelle. Solana, il peut en faire 100 000 par seconde en théorie. Oui, en théorie. Et en pratique, en pratique, on ne sait pas. Mais sans aller chercher Solana, tu as des tas de trucs qui ont une capacité supérieure à Bitcoin, même en utilisant le Proof of Work, mais qui ont une capacité supérieure à Bitcoin et qui sont loin d'être utilisés. De toute façon, il suffit d'augmenter la taille des blocs.
Bah, Je veux dire, si on cherche c'est ce qui a été fait par si on certains cherche, trucs. si on cherche que le nombre de transactions Ouais. au mépris du reste, Mais on fait des blocs d'1 giga et puis on va... oui, enfin, voilà, j'ai oublié les trucs exacts. Bon, enfin, j'avais à un moment regardé ça et à un moment, clairement, tu avais des trucs. Alors, je ne sais plus qui y avait à part. Qu'est-ce qu'il y a eu à part le Bitcoin SV? C'est le Bitcoin seul. Cash, si on remonte d'un cran plus haut. Ah ouais, c'est ça, Bitcoin. Des trucs comme ça qui ont une capacité nettement supérieure, mais la capacité n'est pas utilisée. Loin de là. Et puis, c'est pas que Hein? la seule caractéristique qu'on demande à Bitcoin. Donc, il faut pas confondre capacité et utilisation réelle. Et puis performance globale. Ouais. C'est-à-dire que si on veut des nœuds complets à petite échelle, si on veut qu'il y en ait 8000, il faut quand même que ce soit relativement accessible. Donc si on fait des blocs d'1 giga, c'est banané, quoi. Exactement. Donc c'est pas juste une course à la transact, quoi. D'accord, Bah, je suis c'était d'accord. tout l'histoire de Block Wars, là, Block Size Wars. D'accord, c'est les blocs size wars. Ouais. Mais du coup, quand tu me dis que tu as étudié Cardano, en gros, la proof of work aujourd'hui, parce que un des nœuds gordiens, c'est de dire la proof of work, Jacques Favier disait, c'est le travail de Pénélope qui a tant eu le retour d'Ulysse. Ouais. En disant, pour prouver à son mari qu'elle n'allait pas aller faire la Ouais, bamboche ouais, ailleurs, ouais. Et ben, elle a fait des layettes de gamin, Ouais, enfin, voilà, ouais, elle a brodé ouais, des ouais. layettes ou je sais plus Ouais, quoi, ouais, là, des ouais, toisons d'or, j'en sais rien, Ouais. moi, je suis pas historien. Ouais. Et quand Ulysse est rentré, ah regarde chérie, j'ai refait toute la baraque avec. Donc tu vois, quand même. Voilà. La proof of work, voilà. Ça, franchement, c'est le genre d'analogie qui, moi, me convainc pas beaucoup. Hein. Il y a un argument qui est beaucoup plus sérieux. Hein. On pense à toi, Jacques, hein, c'est en toute amitié. Il y a un argument qui est beaucoup plus sérieux. C'est celui de Pierre Noisa, qui dit ce qui fait la valeur de Bitcoin, comme il n'ose pas dire, comme de tout, moi j'ajoute, c'est le travail qu'il a fallu pour le produire. Hein. Ah, bah alors on pourra en discuter parce que je suis chaud là, sur la thermodynamique, qui est la monnaie, c'est mon truc là. Alors ça me rappelle fâcheusement les physiocrates d'une part, au XVIIe siècle d'une part, et le marxisme après, en disant la valeur des choses, c'est le travail qui a servi à les produire. Bon, ce que tous les économistes, sauf les marxistes, ont abandonné depuis. Alors, les économistes néoclassiques, ils ont là-dedans, ils disent que dans les théories qu'on enseigne, on dit bien que la valeur des choses, comme j'aime à le dire, elle n'est pas dans les choses, elle est dans l'œil de celui qui les regarde. Dans le marché. Oui, c'est ça. Bon. Mais quand même, ça leur paraît tellement bizarre que de temps en temps, ils retombent sur la valeur, sur ce qu'on appelle la valeur objective. Hein. Et ça, alors là, c'est un truc auquel je ne crois pas du tout, hein, moi. C'est-à-dire que... Oui, tu ne crois pas dans la valeur travail. Ah, pas du tout. Non, Oui, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle la valeur travail. Bah, tu connais l'analogie du pot-au-feu? Je sais pas si dit comme ça, non. En fait, le truc, c'est qu'un pot-au-feu, tu vas chez la fermière, elle te dit le pot-au-feu, c'est 15 balles. Tu dis, bon, bah moi, je le prends à 20. Ok, bon, voilà. On dit, un pot-au-feu, c'est 20 euros. Ouais. Je me contrefiche royalement de savoir combien il y a d'euros de bœuf, de nouilles, de navets, de trucs, de mûches, et l'essence du tracteur. Bien sûr. Ici, il coûte 40 balles le pot-au-feu, moi j'en mets 20, je m'en fous, je vais ailleurs, et puis je vais manger une choucroute. Voilà, oui, exactement. Non, mais donc peu importe le travail que tu as mis dedans. Peu importe le travail que tu as mis dedans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le travail qu'on a mis dedans donne un plancher à la valeur marché. C'est-à-dire que si moi je pense que le pot-au-feu ça vaut 20, et que le pot-au-feu, personne ne sait le produire en dessous de 40, oui, il n'y a plus de pot-au-feu. Il n'y a plus de pot-au-feu, je suis d'accord avec toi. Et Bitcoin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que la proof of work permet de permettre à Bitcoin d'avoir une valeur, parce que pour faire un Bitcoin, il faut, et valider les transactions, il faut cramer des kilowattheures. Mais après, moi, que Sébastien, il ait dépensé 10 kWh ou 100 kWh pour faire un Bitcoin, je m'en fous. Je l'achèterais 43 000 $ quand même. Alors, voilà. Disons ça comme ça, en te faisant, je pense, remarquer que le montant de 43 000 $ n'a strictement rien à voir avec ce que ça a coûté. Hein. Donc, tout à fait. C'est déterminé indépendamment par contre, si je par passe des en mécanismes dessous, indépendants. Oui, d'accord. Voilà. Moi, je ne vois pas du tout ça comme ça, si tu veux. Ah, Je repars de la définition de la monnaie. Hein. J'ai mis ça sur LinkedIn il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait des discussions. Une monnaie, je t'ai dit tout à l'heure, n'importe quoi peut servir de monnaie à condition que ça remplisse un certain nombre de conditions, bien sûr. Parmi ces conditions, il faut que ce soit facile de prouver qu'on la possède. Hein, parce que si je te dis je vais te payer un truc mais que je ne peux pas te prouver que je les ai, tu ne voudras pas. Faut que ça circule facilement, etc. Faut que ce soit très difficile à produire.
hein, très difficile à produire. Bon. Mais ça, c'est le camp libéral qui nous dit ça. Oui, enfin Voilà. bon, oui. Bon, libéral, non, tout le monde dit ça. Autrichien. Bah, oui, Tout le monde ouais. dit ça. Bon, je crois. Alors, évidemment, Après, il y a les gens de gauche qui disent alors, évidemment, on donne l'imprimante tu as, à l'État. tu as les keynésiens. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors, tu as les keynésiens et les États, bien sûr, beaucoup trop contents, disent « Ah oui, non, 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 c'est pas de problème, on peut en dire autant qu'on veut, à condition que ce soit nous qui Voilà, le c'est ça. produisons. C'est hein. les étatistes, on va dire. Pour Si pas c'est insulter les les- étatistes. Voilà. Si c'est nous qui la produisons, alors c'est parfait, on peut en faire autant qu'on veut. Par contre, si quelqu'un d'autre le fait, à ce moment-là, il est en prison, pendant la prison à vie, Coupe la etc. tête. Ou on lui coupe la tête, ou n'importe quoi. Bon. Autrement dit, il y a le bien et le mal varient selon qu'on est l'État ou qu'on n'est pas l'État. C'est des problèmes. Là, on tombe dans un autre domaine. Bon. Alors maintenant, pour que ce soit difficile à produire, bah, il y a des tas de façons de faire. Hein. Si tu prends les pièces de monnaie, bon, bah, elles sont difficiles à produire par définition. C'est pour ça qu'on a utilisé l'or pour les fabriquer, pour qu'elles soient aussi difficiles à produire que possible. Hein. Bon. Pour d'autres, alors je passe directement... Passons sur la monnaie scripturale, puisque la monnaie scripturale, celle qui est simplement des écritures dans les comptes, c'est 97% de la monnaie à l'heure actuelle. Hein. Bon. Celle-là, tu es forcé de faire complètement confiance aux teneurs de livres, pour ça, aux banques qui tiennent les livres, pour être sûr qu'ils n'en font pas plus qu'il ne faudrait. Et on retombe sur cette histoire de l'État qui a voulu justement monopoliser cette opération-là, pour se donner tous les pouvoirs. Bon. L'un des gros intérêts de l'informatique, c'est que ça permet d'arriver au même résultat par d'autres moyens. Si tu prends l'exemple, par exemple, Bitcoin est limité à 21 millions. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Bon. ADA, il n'y en aura jamais plus de 45 milliards, je crois, parce qu'évidemment, la valeur n'est pas la même. Bon. Ça, c'est inscrit une fois pour toutes dans le protocole. C'est inscrit une fois pour toutes dans le protocole par des moyens purement informatiques. Pour en arriver là, il n'y a pas besoin de dépenser de l'énergie, ni de l'argent, ni rien. Alors la différence, c'est que Ada, le problème, c'est qui me dit qu'il n'y a pas un gars qui peut aller mettre 46 milliards, qui peut aller bidouiller le protocole. Alors, bon. C'est ça le gros argument, c'est ça. Oui, d'accord, mais je reviens, je finis à ça. Donc, ce que je dis, moi, c'est que l'histoire de dépenser de l'énergie ou n'importe quoi, c'est une façon d'arriver à un certain résultat, oui, qui est de rendre très difficile la production de monnaie, hein, mais ce même résultat, l'informatique permet d'y arriver de façon beaucoup plus différente et infiniment plus économique. Alors maintenant, ce qu'il faut aller regarder maintenant, c'est la possibilité de falsifier tout ça. Hein. Bon, alors, tout le monde sait, enfin toi et moi en tout cas on sait, comment on empêche dans Bitcoin et dans tous les systèmes Proof of Work, comment on empêche de falsifier le registre une fois qu'il a été construit. Bon. C'est beaucoup plus difficile, je te l'accorde, dans les systèmes de Proof of Stake. C'est beaucoup plus difficile. Mais il y a garantir qu'on trifouille. Voilà, de garantir qu'on ne trifouillera pas. Mais il y a des gens très intelligents, il y en a probablement des centaines, qui se penchent sur ce problème, qui sont en train de dire voilà toutes les voies d'attaque possibles, hein, voilà toutes les façons qu'on peut utiliser pour arriver à falsifier la blockchain et tout ça, et à bidouiller. À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher, etc. Et si tu vas regarder cette littérature-là, que j'ai regardée assez en détail pour Solana... Bah raconte-nous, fais-nous rêver. Pas pour Solana, je le dis Cardano, fais-nous rêver. Cardano, c'est extrêmement convaincant. Alors, c'est extrêmement convaincant, mais c'est très difficile à lire. Hein, je te signale. Ah oui, moi, ça me parle pas. Et je me hasarderai pas à te le résumer ici. Ah, hein. Mais, je vais prendre un exemple, je ne sais pas s'il va te suffire, c'est celui qui me vient à l'esprit, qui est l'un des fonds du protocole de Cardano et de Solana d'ailleurs en même temps. C'est que, tu sais que dans tous ces trucs-là, la démarche consiste on désigne d'abord quelqu'un pour créer un bloc, hein, ensuite il envoie ce bloc à la cantonade, et tu as des gens qui le récupèrent en disant est-ce que je le mets dans ma blockchain ou pas. Les validateurs. Les validateurs. Bon. Alors, il y a un problème grave. C'est la loterie. On organise une loterie entre tous les validateurs. Une loterie entre tous les validateurs, ou un sous-ensemble. Enfin, il y a des variantes dans ce truc-là. Bon, on organise une loterie avec des règles, et les règles de la loterie sont elles-mêmes sujettes à des tas et des tas de discussions. Hein. Mais ça arrive là.
il y a un mec, ou deux, ou trois, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, en particulier dans Cardano, il peut y en avoir plusieurs, qui envoie un blog, et voilà, moi j'ai fait un blog, je vous l'envoie, et mettez-le dans votre blockchain. Et d'ailleurs, au passage, un truc que tout le monde oublie quand on parle de tout ça, tout le monde croit, et c'est vrai dans certains systèmes d'ailleurs, que le bloc qui est envoyé, on pose par définition qu'il doit être dans toutes les blockchains. On dit que toutes les blockchains de tous les validateurs doivent être identiques. Dans tous les nœuds. Dans tous les nœuds, oui. Dans tous les nœuds de la blockchain. Les validateurs. Voilà, ouais, ok. Que la blockchain de tous les validateurs doit être identique. C'est faux. Chaque validateur construit sa blockchain indépendamment des autres, sauf, je te dis, dans certains systèmes, et sur lesquels on pourra revenir, et il y a un système dit de consensus pour qu'ils se mettent d'accord, pour que ça arrive à être tous la même. C'est le sharding, ça, c'est ça? Mais ce système de là dont tu parles, c'est le sharding, c'est ça? C'est-à-dire non, pas du tout. Pas du tout, non. La seule chose que... Non, ce que je dis, c'est que même en Bitcoin, tu as un mineur qui envoie un bloc sur le réseau, les 8500 validateurs, qu'on appelle des nœuds complets, décident d'incorporer ce bloc dans leur version de la blockchain de façon totalement indépendante. Bien sûr. Alors, il y a un système qui est la preuve de travail, qui fait que, dans la majorité des cas, ils prendront tous la même décision, mais pas toujours. Ils ne prendront pas toujours la même décision. C'est pour ça qu'il y a des forks, c'est pour ça qu'il y a tout un protocole qui fait que l'on peut récupérer, si on n'a pas un gars qui n'a pas la même que les autres, bon, il y a un moyen de récupérer. C'est extrêmement compliqué tout ça. Bon. J'imagine. Bon. Alors, je reviens à Cardano, et je ne sais plus pourquoi. Oui, alors je reviens à Cardano. Tu as donc un gars, disons un gars, il peut y en avoir plusieurs, mais tu as un gars, un intégrateur, qui envoie un bloc sur le réseau, et tu as 3200 ou 3400, plus que ça, mecs qui disent, bon, ben, est-ce que je l'accepte ou pas? Bon. La première chose qu'il faut qu'il vérifie, c'est, est-ce que ce gars-là a bien eu l'autorisation de faire un bloc pour ce slot-là? Tu sais que dans tous ces systèmes preuve d'enjeu, le temps est divisé en slots, 1 seconde pour Cardano, 1 demi-seconde pour d'autres, 2 secondes, etc. En époque, en ère. Et puis après les époques. Bon. Est-ce que ce gars-là, il a vraiment eu l'autorisation de créer un bloc pour ce slot-là? Parce que rien n'empêche n'importe qui, toi et moi, d'envoyer des blocs sur le réseau Cardano en disant « Tenez les gars, en voilà un, mettez-le dans tel slot ». Donc la première chose qu'il va vérifier, c'est que le gars a bien eu l'autorisation de créer un bloc pour ce slot-là. Bon, dans Cardano, c'est fait d'une certaine façon. Dans Solana, c'est fait d'une façon un peu différente, qu'on appelle la proof of history, mais finalement c'est la même chose. C'est deux façons différentes, et pas si différentes que ça d'ailleurs, de résoudre ce même problème. Bon. Alors, la bonne question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, le gars, le validateur, il reçoit un bloc, il dit oui, d'accord, il a bien eu l'autorisation. Donc je vérifie que toutes les transactions sont bonnes, etc. et tout, et si tout ça marche bien, que j'en avais pas déjà, comme dans Bitcoin, que j'ai pas déjà, donc ce bloc, d'accord, je le prends, je l'accepte. Bon. Alors la bonne question, et c'est pour ça que je disais qu'il faut que j'aille regarder le protocole en détail un de ces jours, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si je reçois un bloc qui veut aller dans un slot où j'ai déjà mis quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on peut frauder. C'est la seule façon qui existe de frauder. C'est la double dépense? Oui, enfin, c'est ça, ça permet la double dépense. C'est-à-dire de remplacer des transactions ou de ne pas tenir compte dans mes transactions des transactions antérieures. Tu vois. Ça, c'est la double dépense. Remplacer une transaction qui est déjà enregistrée par une autre que moi j'ai fabriquée, ça, c'est la fraude. Il peut y avoir les deux formes de fraude. Mais si ce système marche bien, tu vois, si ce système de vérification, que le gars il a bien eu l'autorisation, théoriquement ça empêche toute fraude. Alors, faut aller voir en détail comment ça marche. Parce que je sais exactement comment ça marche dans Bitcoin, je sais pas, je fais l'hypothèse que ça marche de la même façon dans Cardano, dans Solana, etc. La vraie question, c'est quel est le protocole qu'exécute le validateur quand il reçoit un nouveau bloc. Voilà. Et après, il y a quelque chose sur la proof of work et la proof of stake qui les différencie beaucoup. C'est que la proof of work,
c'est une activité industrielle. Donc il faut couler du béton, monter des usines, mettre des machines, faire couler d'eau dans des barrages, etc. Donc c'est de l'industrie. Et la proof of stake, c'est de l'industrie financière. Parce que c'est essentiellement des maths, ça c'est commun aux deux, mais il faut avoir la quantité de jetons suffisante. Par exemple, on dit la fondation Ethereum, je crois qu'elle a là encore la majorité des Ethers chez elle. Probable. Et du coup, si on est en proof of stake où il faut montrer des jetons pour avoir raison. Alors, là encore, les réponses sont techniques. C'est-à-dire que tu as des systèmes. Alors, d'abord, il y a le stake. On parle de stake. D'enjeu. C'est-à-dire d'enjeu. Et tout le monde, par stake, comprend qu'on prend des jetons qu'on a, ou de la monnaie, enfin, appelons ça de la monnaie ou des jetons, peu importe, qu'on la monnaie, qu'on la dépose, qu'on l'immobilise quelque part pour avoir le droit de, etc. Bon, c'est pas vrai. Oh. Tu as des... Brise-moi mon rêve. Vas-y. Je te brise ton rêve. Je te brise ton rêve. Cardano. Je reviens toujours à Cardano. Moi, je l'ai étudié. Pourquoi j'ai étudié? Il faut que j'achète des ADA et ensuite. Mais pas forcément. Oui, il faut que tu achètes des ADA. Et après, je les stake. Non. Parce que ce que tu possèdes en ADA est uniquement utilisé, et tout ce que tu possèdes, la totalité de ce que tu possèdes, est utilisé simplement pour évaluer quel est ton poids, quelle est ta probabilité de gagner à la loterie. De gagner la loterie. Mais, et c'est une grosse différence qui est à Cardano et d'autres, il n'y a pas que Cardano, c'est pas stacké, c'est pas immobilisé. C'est-à-dire, tu as ça, tu as 1000 ADA, 10 000 ADA, on va tenir compte de ça pour estimer ton droit à participer à la création de la blockchain, mais tu en disposes comme tu veux. Tu peux continuer à les dépenser, sur Ethereum, etc. je crois qu'il faut en bloquer 32, etc. Non, mais c'est sûr. Alors, tu as des systèmes, tu as beaucoup de systèmes où tu as vraiment un stake au sens propre du mot. C'est-à-dire tu immobilises une partie de ton avoir pour avoir le droit. Ah oui, mais pas sur Cardano. Dans Cardano, non. Dans Cardano et d'autres. Il faut voir les systèmes. Alors, comment ça peut marcher quand même, c'est lié au problème des époques, etc. Mais c'est très... Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas que Cardano qui fait ça. Ouais. Et par contre, la question, là où on en arrive quand même, c'est que si j'ai 60% des jetons, c'est toujours moi qui gagne à la loterie tendanciellement. Alors, tu as des systèmes, tu as des systèmes de proof of work. C'est la taxe 51%. Oui, tu as des systèmes de proof of stake. Je reprends Cardano, c'est pas que je veux faire de la pub à Cardano. C'est celui-là que tu as étudié. Il se trouve que c'est celui-là que j'ai étudié très en détail, presque au même niveau de détail que Bitcoin. Moins, mais presque. Par exemple, dans Cardano, à partir du moment où tu as une limite maximum, alors dans Cardano, tu as même si tu peux dire mon avoir à moi, je le confie à un tel. C'est un système de staking, mais où tu n'immobilises pas tes trucs. Simplement, tu renforces la probabilité d'un gars que tu as choisi. Et tu peux changer à tout moment. Donc en gros, avec mes Cardano, je vote pour des validateurs? Voilà. Tu votes pour des validateurs et tout. Bon. Mais, et effectivement, les validateurs sont choisis avec une probabilité qui correspond à leur avoir total. Enfin, leur avoir. Oui, leur avoir plus celui des gens qui leur a délégué, delegated proof of stake. Mais il y a une limite supérieure et inférieure au truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je ne sais pas quelle est la limite, mais si un pool de validation, un validateur, a plus de je ne sais pas combien, au-delà de ça, sa rémunération n'augmente plus. C'est pas que c'est interdit. Et d'ailleurs, je pense que, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça devrait être interdit, à mon avis. C'est-à-dire qu'un validateur, on n'en tient pas compte s'il a plus de. Oui, mais ça, c'est facilement contournable. Moi, si j'ai plein de jetons, c'est facilement contournable. Je fais 2 poules. Et c'est moi qui suis derrière. Exact. Mais ça suppose que tu puisses utiliser dans la construction de la blockchain, que tu puisses exploiter effectivement le fait que ces 2 poules t'appartiennent. Or, tu as dans Cardano et d'autres, tu as des dispositifs qui empêchent ça, justement. Par exemple, dans Cardano, et une fois de plus, c'est pas le seul, je m'excuse de toujours parler de Cardano, parce que je suis un fan de Cardano, non, pas plus que les autres. Non, mais c'est celui que tu as étudié, donc du coup, c'est celui que j'ai étudié, Tu as, par exemple, dans Cardano, l'ordre dans lequel les gens vont intervenir, dans lequel les validateurs vont être sélectionnés pour construire les blocs. Cet ordre, il est établi une fois pour toutes au début de chaque époque. Donc on ne peut plus le modifier. Bon, d'une part. Et d'autre part,
les validateurs ne le découvrent qu'au fur et à mesure. C'est-à-dire que, si tu veux, à chaque slot, à chaque seconde, donc, tous les validateurs font un tirage au sort. Il y en a un, ou deux, ou trois, dont on dit « Ok les gars, allez-y hein ». Mais ils ne le savent pas avant. Ils ne le savaient pas avant. Et personne d'autre ne le sait. Eux savent qu'ils sont choisis, mais au moment où ils font leur boulot, personne ne le sait. Autrement dit, il est impossible, complètement impossible, de manipuler l'ordre dans lequel les validateurs sont choisis comme intégrateurs. C'est complètement impossible. Alors là, je suis pas sûr de tout comprendre, mais le truc que je me dis, c'est qu'est-ce qui m'empêche, moi, si j'ai une majorité des jetons et que je veux pas le faire savoir et que je veux contrôler le réseau, de monter plusieurs poules et de faire une attaque 51% en ayant plusieurs poules. Oui, mais comment tu fais pour faire une attaque 51% ? Dans la mesure où tu ne sais pas, dans la mesure où l'ordre dans lequel tes différents poules vont être tirés, tu ne le connais pas. Et tu n'as aucun moyen d'intervenir dessus. Toutes les attaques, si tu veux, dans Bitcoin et d'autres d'ailleurs, consistent généralement en une manipulation de l'ordre de passage, si tu veux. Hein ? C'est-à-dire que il faudrait, ça c'est des trucs qui sont étudiés très très en détail dans la littérature, pour pouvoir, si tu veux, pour pouvoir vraiment profiter de collusion dans un système de proof of stake, il faut pouvoir observer ce qui se passe, tu vois, et dire, bon ben, maintenant, il faut ce qui se passe. Si j'interviens maintenant, moi, avec un autre pool, je vais pouvoir intervenir. Il n'est pas trop tard pour modifier, tu vois. Hein, bon. D'accord. Hein, pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Hein. Et là, une bonne question, à laquelle je ne connais pas la réponse, j'ai un sentiment, mais pas plus, c'est est-ce que tous ces dispositifs-là suffisent à garantir la robustesse et l'intégrité ? Bonne question. C'est une bonne question. Pour avoir la réponse, il faut aller regarder très, très en détail dans les protocoles. Tu vois, on a commencé un peu, mais on ne peut pas aller au-delà. Tu as commencé, parce que moi, je te fais confiance, là, je suis en... J'ai commencé un peu, mais tu vois, et il faut aller très, très loin dans les protocoles pour vraiment répondre à la question, pour un truc en particulier. Maintenant, si tu veux savoir, est-ce que Solana ou Tezos ou Elrond ou Algorand sont plus ou moins sécures que ne l'est Cardano ou Bitcoin, il faut vraiment se donner énormément de mal et aller plonger très très en détail dans les protocoles. Ah ben on a Guillaume là derrière les caméras qui rédige les altes du mois, les fichiers où chaque mois on essaye de donner des clés de compréhension sur les altes. Il rentre en fusion quand il... Alors, un projet... Pour comprendre ces trucs-là, c'est un projet que j'ai toujours en tête, je ne sais pas si le temps qui me reste à vivre m'en donnera le temps, parce que c'est le grand projet, c'est justement d'aller prendre les proof of stake les plus connus, hein, les plus de tête, en prendre 5 ou 6, et puis les comparer vraiment, mais en détail. Hein, aller voir ce qu'il y a dedans en détail. Je dis... Il se trouve pour des raisons un peu historiques, je l'ai un peu fait pour Cardano. J'ai commencé un tout petit peu à le faire pour Solana, en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette pauvre... Avec la fonction VDS. Qu'est-ce que c'est que ça... Oui, c'est ça. C'est un truc de fou ça, la fonction VDS. Oui, pourquoi qui permet de monter en transaction en donnant... C'est une fonction mathématique si j'ai bien compris. Est-ce qu'on parle de la même chose ? On peut programmer son temps de résolution. Alors, c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Moi, ce dont je parle, ce qui est propre à Cardano, ça commence pareil. C'est VRF. Donc, ça ressemble un peu. Fonction. Oui. VDF. Verifiable Delay Function. Sur Solana, oui, VDF. Mais là, il parle de Cardano. DF Solana. Alors, Cardano, ce qui fait la même chose à peu près, c'est ce qui aboutit au même résultat, disons, ça ne fait pas la même chose, c'est la Verifiable Random Function. C'est-à-dire que tu as une fonction, quand les gars tirent au hasard pour savoir s'ils vont être sélectionnés ou pas, non seulement on leur renvoie un nombre au hasard qui, comparé, etc., leur dit si oui ou non ils sont sélectionnés, mais on leur renvoie aussi un autre nombre, hein, une autre clé, qui leur permet de prouver qu'ils ont bien été sélectionnés pour ce slot-là, tu vois. Ouais.
Bah là, on est pas loin, là. Et en fait, ça me renvoie moi à une question beaucoup plus basique. C'est Le problème, je t'interromps. Ouais, vas-y. Le problème, c'est que je me suis aperçu, moi, en allant fouiller, alors j'imagine que d'autres ont fait la même expérience, mais je me suis aperçu en allant fouiller dans Bitcoin, puis en allant fouiller dans Cardano, que pour arriver à parler intelligemment de ces choses-là, il faut vraiment s'être donné énormément de mal pour les comprendre. Parce qu'autrement, si tu veux, on affirme des choses générales, hein, on applique des idées générales qui ne s'appliquent pas dans ce cas-là, tout simplement. Ça me fait penser, moi, à un phénomène psychologique, parce que je me dis toujours, quand je regarde ça, et quand je regarde, justement, moi, je suis pas d'accord sur le fond avec un certain nombre de gens qui sont des grands noms de trucs. Hein. Et ça m'est arrivé dans d'autres cas, d'ailleurs. Hein. Je citerai, par exemple, un type, hein, avec qui j'avais eu un différend il y a longtemps de ça, Jean-Paul Delahaye. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Jean-Paul Delahaye, qui est un type génial, un type extraordinaire, un type qui fait des critiques tous les mois pour la science, etc. C'est un mathématicien extraordinaire qui s'est lancé là-dedans. Et il avait dit à un moment des trucs à propos de Bitcoin que moi, je ne pouvais pas admettre. Hein. Et on avait eu tout un échange, si tu veux, et il a fini, je crois, par admettre que c'est moi qui avais raison. Hein. Alors, bon. Ah, on le verra en commentaire, Jean-Paul Delahaye, si vous voyez cette vidéo. L'histoire peut se répéter. Et c'était très ça. Lui, il estimait que tout gars, il appelait, et c'était vrai à l'époque d'ailleurs, et c'est même vrai dans le white paper, que tout gars qui participait à la création de blockchain, de blocs, quelle que soit la façon dont il participe, était un mineur. Donc il disait, il y a des millions de mineurs, donc c'est formidable. Bon, non, c'est pas vrai. Il y a une petite vingtaine de poules, et puis derrière, il y a des centaines de milliers de types qui ne font qu'une chose, c'est de calculer un hash, et puis c'est tout. Mais eux, ils y sont pour rien dans la création vraiment du bloc. Hein. Et alors, tu as deux phénomènes. Tu as des gens, d'une part, tout évolue extrêmement vite. Hein. Donc, tu as des gens qui se réfèrent à la littérature d'il y a 1 an ou d'il y a 6 mois. Or, ça a changé depuis. Hein. Et ça, c'était très vrai pour Cardano. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la vélocité de la connaissance sur la blockchain, sur les cryptos. C'est un truc de malade. Donc, si tu veux, non seulement il faut se donner beaucoup de mal pour comprendre, il faut se donner beaucoup de mal pour se tenir à jour, et en plus, ça change tout le temps. Donc, il faut ce mal. Tu ne peux pas dire, j'ai compris une fois, et donc, puis on ne peut pas le faire tout seul, quoi. Voilà. Hein. Donc, on ne peut pas vraiment le faire tout seul. Et à l'inverse, alors je crois qu'il y a un phénomène psychologique, moi, qui m'amuse, c'est que... Et donc j'ai été victime, c'est pour ça que je parle tout le temps de Cardano d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où tu crois, à partir du moment où tu considères, celui-là je l'ai compris, ça te paraît tellement merveilleux, ça a été le cas pour Bitcoin, pour moi, ça a été un peu le cas pour elle, que je disais, c'est même pas la peine que je regarde le reste, c'est tellement formidable que c'est même pas la peine que je regarde le reste. L'illumination, l'illusion de l'illumination. On est ébloui, quoi. On est ébloui, et du coup... On a les yeux dans les phares d'une voiture, on voit plus le reste. On est dans le tunnel. Voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose, moi, par contre, pour les gens normaux, enfin, tu vois, les gens, tu vois, plus... c'est-à-dire qu'à un moment, il faut décider où mettre ses sous. Et là, on se dit, bon, bah, Bitcoin, je sais pas, à 42 000, ça doit peser son trillion, encore, ça ne doit pas être loin du trillion de dollars. Cardano, ça vaut 40 milliards. Ethereum, ça doit faire dans les 400 ou 500. Donc, moi, je me dis, bah... Comment évaluer en fait la pertinence d'un projet? Il y a le temps, c'est-à-dire que Bitcoin ça marche, il y a l'uptime, le fameux uptime qui est record. Donc on se dit, bah, je ne sais pas si ça marchera dans le futur, mais en tout cas dans le passé ça a quand même vachement bien marché. Et donc l'effet Lindy. Et puis quand on regarde Cardano avec Guillaume, on se disait, mais putain quand même ça ressemble vachement à une concept car. C'est-à-dire qu'il y a des néons partout, ça vole, ça fait bateau, ça fait machin, ça fait tout ce qu'on veut, mais il n'y a personne. Concrètement, il n'y a pas un écosystème. Ethereum, on ne peut plus dire ça. Ethereum, il y a du monde. Mais Cardano, on se dit, mais ils sont où les clients? Enfin, ils sont où les utilisateurs? Cardano, ça traite quand même, je crois que ça a un peu baissé ces jours-ci, mais ça traite quand même 170 000 transactions par jour, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, il y a quand même du monde derrière. Alors, je reconnais, ça n'a pas la même capi. Alors, je vais te faire un aveu. Qui va énormément te surprendre, et que ça surprend tout le monde quand je le dis. C'est que moi, j'ai jamais rien investi dans les crypto-monnaies, sinon de mon temps et de ce qui me reste de cerveau. Moi, je ne possède pas un seul bitcoin. Et pourquoi donc alors? Alors, c'est pas...
Je ne dirais pas que je ne possède pas un Solana, parce que justement, un jour, je me suis dit, pour vraiment aller au fond des choses, faut essayer. j'en ai acheté un peu pour faire tourner un wallet. À 10 balles, quoi. C'est tout. Oui, voilà, Oui, enfin, j'en ai pris pour 100 €. Oui, voilà. Bon. Ok. Mais sinon, non. Moi, ma curiosité dans cette affaire, elle est purement technique et académique, si tu veux. Alors, technique, pas seulement, parce qu'il y a aussi le côté économique, tu vois. Mais moi, j'ai un intérêt purement intellectuel, si tu veux, pour ça. Hein. J'ai jamais rien investi. Et pourquoi donc parce que j'en ai pas éprouvé le besoin. Bon, il se trouve que ma retraite est suffisante pour vivre comme j'ai envie de vivre. Donc voilà quoi. Oui, mais c'est marrant quand je même me de participer. Je me dis qu'en plus, à mon âge, j'ai plus énormément d'années à vivre, donc c'est pas la peine que je mette de l'argent de côté, tu vois. Je vis comme j'ai envie de vivre, et puis voilà quoi. Oui, mais c'est quand même marrant de participer. Au-delà de l'aspect financier, on dit je vais devenir milliardaire. Ça m'amuse pas. Non. J'ai eu cette faiblesse ou cette force, mais non, ça m'amuse pas. Moi, ce qui m'amuse, je te dis, je suis peut-être un ovni, hein, mais ce qui m'amuse, moi, c'est d'aller creuser la littérature Cardano ou Bitcoin ou Solana pour voir comment ça marche et tout. Et quand je crois avoir compris, aller l'expliquer à des gens. Il y a les deux faces. Hein. Je suis très, très, très ramenard, si tu veux. Voilà. J'adore me trouver devant un auditoire, tu vois, leur expliquer, voir des gens qui sont là comme ça et qui m'écoutent. Bon, un professeur, t'es un professeur. Je suis fondamentalement un professeur. Oui. Et c'est très bien. Moi, c'est mon dernier poste à IBM, j'étais directeur de l'éducation pour l'Europe. Hein, à une époque où il n'y avait que, à l'époque où d'une part, IBM avait 70 ou 75% du marché et où d'autre part, il n'y avait pas d'enseignement sur l'informatique ailleurs que chez les constructeurs. Autrement dit, c'était une université où il devait y avoir un peu plus de 1000 personnes. C'est là où on reconnaît bien l'informaticien quand même. Dont 800 profs, et des trucs comme ça, tu vois. Donc, bon, c'est pour ça que je dis que ça a été ma vocation, quoi. T'es un hacker. C'est-à-dire le hacker au sens où on t'enferme avec des bouquins, un machin qui roule, qui tourne, qui vibre, qui chauffe, et puis on te dit, et puis t'es content, tu regardes, c'est marrant, quand je regarde, ça va là. Je regarde, mais à chaque fois, quand je regarde quelque chose, je me dis comment je vais pouvoir expliquer ça à quelqu'un qui ne le sait pas. Il y a pas seulement, c'est pas seulement ma satisfaction personnelle d'arriver à comprendre, mais c'est aussi d'être capable de l'expliquer. D'abord, je pense qu'on ne comprend bien que ce qu'on est capable d'expliquer d'ailleurs en plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Et puis, oui. Donc en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est pas, tout le monde l'aura compris, acheter Cardano, Solana ou j'en sais rien. En fait, là, on est vraiment sur des discussions que j'appelle un peu les bonbons de l'esprit, où on se dit, en réalité, qu'est-ce qu'on a sous la main et comment ça marche. Et est-ce qu'il y a cette croyance sur Bitcoin que c'est non dépassé? Et ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus solide que Bitcoin dans les faits, quand on regarde les trucs qui marchent pas, l'uptime, la communauté, etc., etc. Donc non dépassé, ok. Par contre, non dépassable, il y en a qui diront Bitcoin, c'est indépassable, cassez-vous pas la tête, les gars, l'histoire est finie, arrêtez. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est comme si on avait résolu l'équation de l'univers un peu. Tu dis, c'est bon, on a tout trouvé, balancer la clé. Ouais. Et là, moi, je trouve qu'on tombe dans le salafisme. Ou, tu vois, je suis bien d'accord avec moi. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, ce qui me semble fondamental dans tout ce phénomène des crypto-monnaies, c'est que ça donne le choix. Ça rompt, si tu veux, le monopole monétaire, qui est, à mon avis, une catastrophe, c'est beaucoup dire. Mais enfin, il y a un abus de pouvoir, c'est là que tu reconnais le libéral, hein, il y a un abus de pouvoir des États qui consiste à se donner le droit de gérer la monnaie, et ça, l'apport fondamental des crypto-monnaies, c'est de rompre, c'est de mettre fin à ça. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est, je pense, définitif. Alors, d'un autre côté, donc je pense que ce serait je dis pas un crime, enfin un crime contre l'esprit, tu vois, de dire, de raisonner en disant, bon d'accord, il faut remplacer les monnaies régaliennes, comme on dit, mais laquelle va les remplacer? Non, c'est pas comme ça que pose le problème. On donne le choix, et les monnaies régaliennes vont rester. C'est la compétition des monnaies de Hayek. Mais bien sûr, les États, à eux tous, ils ont mis, 3000 ans à avoir le monopole dans lequel ils sont à l'heure actuelle, peut-être pas 3000, mais disons 2500. Allez. Hein, ils ont mis tout ce temps-là, je veux dire. Arriver à avoir vraiment le monopole de la monnaie, ça date des années 70. Hein.
Oui, C'est avant tout. le système monétaire, c'est un truc un peu bordélique Oui, où oui, chacun c'est ça. faisait- enfin, voilà, Si tu veux, ouais. le point final, la touche finale, ça a été l'arrêt de l'ancrage du dollar à l'or. Bon, et ça, je crois que c'est 76, si je me souviens bien. 71, Il y a 73, mais bon. il y a deux trucs, Ouais, 71. c'est ça. Avec Il y a la Nixon Jamaïque, qui dit, il y a la Jamaïque, et puis je ne sais plus trop quoi. Si vous avez des dollars, Il y a deux ouais. conférences. Ah, ouais. Mais, bon, ça date des années 70, peu Voilà. importe. Hein. Or, ils se sont donné ce mal-là pendant des milliers d'années, des siècles et des siècles. Ils ne vont pas laisser ça partir tout court. Alors, en ce moment, c'est très intéressant d'ailleurs de voir que tous les organismes étatiques, quels qu'ils soient, la Banque de France, la BCE, le Japon, la Chine, etc., ils sont en train d'essayer de bloquer autant qu'ils peuvent Ah, ils sont en train de faire de l'huile, hein. les vraies crypto-monnaies, Ah, hein, en les remplaçant par des ersatz, qui sont les monnaies numériques de banque centrale et tous ces trucs-là. À mon avis, ils n'y arriveront pas. Ils sont un poison. À mon avis, ils n'arriveront pas à l'arrêter. Mais ils arriveront à faire suffisamment peur à suffisamment de gens pour que, et ça je le dis à regret, pour que les crypto-monnaies, ça reste toujours, me semble-t-il, un phénomène passionnant et très intéressant, mais finalement secondaire. Et je le dis à regret, si tu veux. Mais je pense que les États qui ont avec elles la police, etc., la justice et compagnie, ils ne vont pas laisser tomber leur monopole comme ça. Je suis d'accord, Hein. mais regarde l'or. Alors ils n'ont pas la possibilité de l'empêcher. Et Ils n'ont pas regarde la possibilité l'or. de l'arrêter. L'or, c'est un truc quand même plus con que ça, tu meurs. C'est un métal dans le Ouais. sol qu'on va pelleter pour aller le chercher. Ouais, C'est- d'accord. Technologiquement, c'est le degré zéro de Ouais. la technologie. Cela dit, c'est le choix de l'or, il est le résultat de siècles d'ordre spontané, comme dirait Tout à fait, Hayek. tout à fait. Oui. Mais c'est du low-tech de base. Oui, d'accord, Mais- d'accord. Eh ben, d'accord, les d'accord. États n'ont jamais réussi proprement à virer l'or de l'esprit des gens. Oui, bien L'or, sûr. tu montres un lingot à Oui, n'importe bien sûr, qui sur bien Terre sûr, et Bien sûr, bien sûr. Bien même sûr. on sûr, se demandait avec bien sûr. Guillaume, on prend un Et- Bitcoin maxi Ouais. et puis on lui met un lingot devant les Ouais. yeux. Ça, Oui. bon, il va dire j'ai Et- peut-être du tungstène, Oui. machin, mais ça va pas le laisser indifférent. Il va et dire ça me quand donne- même, je le prendrais bien. ça me donne l'occasion d'être très taquin, ta remarque. C'est que la même démarche d'esprit amène des gens à dire le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Or, derrière le franc, derrière l'euro, derrière le dollar, il n'y a Ah, rien. j'habite en Suisse, tu peux dire le franc, moi ça me choque pas. Hein. Oui, le franc, le dollar, l'euro, le yen, le yuan. Bah si, il y a tout ça. une armée, il y a des porte-avions, il Oui, y a une d'accord, justice, oui, il y a- d'accord. Oui, d'accord. Mais il n'y a rien au sens où il y avait l'or à un certain moment. Tu Mais vois. l'or, il n'y a rien derrière l'or. Et il n'y a rien, si, il y a la difficulté de le miner. Hein. Et il y a ce qui lui donne l'une des 4 propriétés qui font de l'or une monnaie. Hein. Mais bon, voilà. Hein. Mais le dollar, c'est difficile à miner pour moi. Hein. C'est-à-dire, si je veux miner Ah des bah, c'est dollars, sûr. déjà c'est interdit. Non seulement, exactement, non seulement c'est difficile de fabriquer des billets d'$1 qui soient suffisamment ressemblants pour que je puisse les accepter, c'est déjà très difficile, et en plus, si tu y arrives, tu vas en prison pour le reste de ta vie ou à peu près. Donc tu te méfies. Hein. Mais c'est pour ça que Donc, je dis l'or, c'est difficile à miner, oui, mais en réalité, l'or, c'est vraiment une convention sociale qui s'est installée bien dans sûr. les esprits. bien Et sûr. pour continuer sûr. à être taquin, parce qu'on se trouve bien là-dessus, souvent on me dit l'or n'est la dette de personne. Et moi je dis non, détrompez-vous les gars, l'or c'est la dette de tout le monde. Si moi j'ai un lingot d'or et que je suis pas joaillier ou fabricant électronique, on me fait le coup à chaque fois, si on se rencontre, et ben toi tu vas dire oh putain il a un lingot d'or, faut que je lui donne ma maison, une voiture ou quelque chose pour avoir son lingot. Alors que le lingot, honnêtement, quand la monnaie, avec les monnaies marchandises, si c'est du blé, ben, au pire, je m'en fais de la farine et je le mange. Quoi. Mais l'or, ça ne sert à rien. Et pour autant, j'en ai. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est la dette de tout le monde. Je crois, moi j'ai quelque chose contre le raisonnement qui associe la monnaie et la dette. Mais ça, c'est encore une toute autre Et histoire. ben, ma femme qui est dont psychologue, on pourrait elle m'a parler dit que depuis les longtemps. relations humaines, père-fille, amis, etc., ce sont des relations de dette. Il y a des travaux en psychologie sur la systémie là-dedans, et on dit ce qui fait qu'il y a un lien d'amitié, c'est toujours un échange de dettes. Et quand on résout la dette, on résout la relation. Alors, nous utilisons des mots différents pour dire la même chose, ce qui arrive souvent. Hein. Effectivement, la monnaie est un moyen de médiatiser les relations de services réciproques, etc. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais non, moi je faisais ça parce que, par exemple, moi il y a une expression qui me met hors de moi, et à chaque fois j'essaie de provoquer des économistes, par exemple Henri Lepage, pour essayer de m'expliquer. Par exemple, on dit qu'aujourd'hui, la Banque centrale monétise la dette. On dit, mais
Ça ne veut rien dire, ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ou on achète de la dette. Ça ne veut rien dire, acheter de la dette. Moi, quand je vais acheter du pain, je vais dans une boulangerie, il y a du pain qui est là, qui m'attend, hein, et je sors une pièce d'un euro pour m'acheter une baguette. Mais le pain, il existe avant que je l'ai acheté. La dette, dans le cas des affaires actuelles, elle n'existe pas avant. Simplement, la banque, ça c'est mon débat avec Henri Lepage, la banque fabrique des euros, hein, et elle l'inscrit à son compte en disant ces euros-là, tu me les dois. Autrement dit, la dette est fabriquée après les euros et pas avant. Mais bon. Hein. Bah, sur la dette, c'est très intéressant parce qu'en réalité, c'est quelque chose de très concret. Quand on imprime un euro, que ce soit de la dette ou juste de l'impression, parce qu'en réalité, quand on parle de la dette, quand c'est de la dette à durée indéfinie et à 0%, ça s'appelle un billet. Un billet, c'est une dette sur l'État avec un coupon à 0 et une maturité. Moi, j'appelle ça un billet, simplement. Voilà. Mais en réalité, quand j'imprime ce billet et que j'achète du pain avec, j'ai prélevé un impôt sur tout le monde. Parce qu'il y a un billet de plus. Ça dépend où. Oui, d'accord. Et du coup, j'ai dévalué tous les billets. Alors, quand il y en a un sur un milliard, ça se passe bien. Quand j'imprime en billet. Exactement. Ce qui rejoint la thèse autrichienne, qui est que n'importe quelle quantité de monnaie peut servir à n'importe quoi. Ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est un impôt. Oui, d'accord, mais une thèse fondamentale autrichienne sur la monnaie, c'est que n'importe quelle quantité de monnaie peut servir. Tu prends une société, n'importe quelle quantité de monnaie peut satisfaire les besoins de la société. Et donc, il est rigoureusement inutile de créer de la monnaie. On peut à la rigueur, même pas à la rigueur, on peut si on veut, mais ce n'est pas obligatoire, imprimer de nouveaux billets pour remplacer ceux que les gens brûlaient. On peut frapper des nouvelles pièces pour remplacer celles qui sont usées, mais il n'y a aucun besoin de créer de la monnaie. Sur le long terme. À n'importe quand, n'importe comment, etc. N'importe quelle quantité de monnaie suffit. Hein? Bon. Et effectivement, toute création de monnaie est un impôt sur les gens qui aujourd'hui possèdent de la monnaie. C'est vrai. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle « L'éthique de la création de monnaie », qui est d'un gars qui enseigne actuellement, j'oublie son nom, tu vois, les noms propres commencent à devenir un peu nébuleux dans mon cas. Mais bon, peu importe, un excellent bouquin qui s'appelle « Éthique de la création de monnaie », qui prend la création de monnaie sous cet angle-là. Sous l'angle éthique, sous l'angle moral, si tu veux, et qui commence par dire c'est totalement immoral de créer de la monnaie. En fait, tu sais que j'avais fait un script là-dessus et j'avais expliqué qu'une monnaie inflationniste, qu'on a programmée pour être inflationniste, favorise l'entreprise, c'est-à-dire qu'on dévalue à chaque fois la monnaie et en fait, globalement, c'est l'épargnant qui est floué et l'emprunteur qui est rémunéré. Et si on fait une monnaie de dévaluation, déflationniste, et à ce moment-là, c'est l'épargnant qui est favorisé aux dépens de celui qui en a. Et en fait, ça s'appelle de la politique. C'est-à-dire, moi, j'ai rien contre, mais il faut que ce soit expliqué comme tel. Et donc, ça dépend de l'économie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est de la politique. Après, on est de gauche, on est de droite. Moi, je m'en fous. Moi, ça, c'est de la politique. Mais d'un point de vue strictement économique, je te dis, je répète, il n'y a aucun besoin de fabriquer de la monnaie, de créer de la monnaie. Et sur le plan éthique, maintenant, effectivement, à ce moment-là, il faut savoir ce qu'on veut. C'est de la politique. Et la bonne question, qui renvoie de nouveau aux principes libéraux, c'est qui a le droit de faire ça? Tu vois, alors les États disent « moi, bien sûr ». Tu vois, alors là, on va dans d'autres domaines qu'est la politique, comme tu dis. Et par contre, ce qui est sioux avec ces histoires monétaires, c'est qu'en réalité, quand je dis c'est de la politique, ça c'est la version bisounours de le voir. Et la version pas bisounours, c'est qu'en réalité, c'est toujours une politique qui n'est jamais débattue et qui est toujours imposée. Parce que quand on prélève l'impôt, parce que ça consiste à faire de l'impôt, on pourrait très bien dire, bon, la monnaie, c'est bon, on arrête de jouer avec les gars, on s'en fout, voilà, c'est de la monnaie. Et puis nos questions politiques, on les règle avec l'impôt, plus ou moins d'impôt. Mais là, le problème, c'est qu'il faut aller prendre l'argent dans la poche des gens, et là, il y a... touche pas. Alors qu'imprimer de l'argent... Moi, j'en ai autant dans les poches. Ils font leurs conneries. Et du coup, ça permet c'est la backdoor là, pour aller chatouiller le portif de monsieur et madame Niche. Tu sais qu'il y a deux mots. Il y a deux mots que j'adore et que je cite tout le temps, donc je vais les citer une fois de plus. Il y a celui de, je ne sais pas dans quel ordre d'ailleurs je l'ai cité, Henry Ford, qui avait dit « Si les gens comprenaient comment marche le système monétaire, il y aurait une révolution demain ».
Et l'autre, c'est le mot de Greenspan quand il était gouverneur de la Banque centrale américaine, qui disait « Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. » Hein? Et moi, je dis et je professe, je le disais tout à l'heure avec Yorick d'ailleurs, que tout le système monétaire international n'a qu'une seule utilité, c'est de masquer la réalité des choses. Tu vois? Et de faire croire, de dissimuler, de planquer au fond derrière des paravents la création monétaire, en fait. Et de la planquer loin derrière pour que personne ne puisse la voir, mais que dans le monde où tu vis et où je vis, ça se traduise par des trucs qui ont l'air bien, tu vois. Voilà. Et ce qui est super cool quand on discute de Bitcoin, de Solana, de Cardano, enfin des cryptos, etc., Ouais. c'est qu'on est juste en train de discuter d'un système monétaire. Oui. Et en fait, c'est moi ce que je trouve génial. Alors après, je dis pas ce qui est mieux que l'autre, machin, etc. Mais je dis, au moins, ces questions-là, elles passionnent les gens. Alors que jusqu'à maintenant, moi franchement, il y a 4 ans, tu fais des vidéos sur la création monétaire des banques centrales. Oui. Et quand on dit aux gars, bah, vous pouvez acheter... D'autant plus que, je te dis, c'est construit exprès pour que tu ne comprennes pas, en Ouais. plus. Et Mais comme là- c'est des gens intelligents, bah, ils sont arrivés à faire un système que effectivement tu ne comprends pas. Mais Et là, moi non plus. là, il y a un truc, Hayek, je pense qu'il serait en train d'exulter. Il disait, vous avez des systèmes monétaires différents, plus ou moins bons, plus ou moins crapoteux, il y a des escroqueries. mais vous il y a avez le un- droit de choisir. Et ben vous savez quoi? Vous achetez le système monétaire. Tu veux le système monétaire ADA? Eh ben achète-le. Tu veux le système monétaire Bitcoin? Eh ben tu l'achètes. Et tu vis avec ça en fait. Et tu crées des taux de change entre chacun de ces protocoles. Et en réalité, la caractéristique du taux de change, c'est de liquéfier les obstacles Oui. entre... Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Je tique sur quand tu dis vous achetez le système, mais sur le reste, je suis tout à fait d'accord. Hein. En fait, je ne crois pas qu'on achète le système, on l'utilise, mais on ne l'achète pas. On l'utilise ou on le fait marcher, Bah, si j'ai 10 millions de mais on ne l'achète Bitcoin... pas. Non, tu n'achètes pas le système. Si tu as des millions de bitcoins, tu as des millions de bitcoins. Ouais, mais j'ai un gros... Oui, voilà. tu as un gros truc. mais faut encore se poser la question. Hein. Faut encore se poser la question. D'accord, j'ai des millions de bitcoins, mais quel pouvoir ça me donne réellement? Or, tu as dans certains systèmes, justement, des mécanismes techniques qui permettent de limiter le pouvoir et que quel que soit ton avoir, ton pouvoir, il est de toute façon borné supérieurement, tu vois, pour que la chose soit aussi démocratique que possible. Et ça nous renvoie encore à un plan un peu supérieur, c'est qu'est-ce que la propriété et quelles limites elle a. Et en réalité, je me rends compte qu'une fois que je possède tout, je ne possède plus rien parce que je suis tout seul. Ah ben oui, c'est sûr. Non, mais, écoute, c'est sûr, dans la mesure où tu admets la définition de la monnaie comme moyen d'échange et réserve de valeur, mais au départ moyen d'échange, et je dis que c'est une seule et même chose, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu l'appelles ça comme moyen d'échange, si tu n'as personne avec qui échanger, effectivement, c'est la vieille histoire du mec qui est au milieu du Sahara, qui a tout le sur lui, non mais il a sur lui 1 million de n'importe quoi, et il a soif. Hein, et bon, c'est pas son million de trucs qui va lui procurer un verre d'eau. Hein. Bon. Et ça, c'est puissant parce que, enfin, je trouve, c'est pareil, en termes de philo, parce que tu as l'air bien branché aussi sur ces questions-là, ça nous renvoie vraiment en réalité à un système monétaire. C'est pas tant s'accaparer la richesse de façon absolue, mais c'est surtout de dire, on instaure un rapport d'échange, voire de force, dans bien des cas, avec ceux qui nous entourent. Oui, bien sûr. Si tu as une monnaie, entre guillemets, je me méfie toujours de ce terme, si tu as une monnaie, entre guillemets, qui est acceptée par suffisamment de gens, plus tu en possèdes, et plus ça te donne de pouvoir, c'est évident. Mais plus Hein. j'en possède, plus je peux le manipuler, et plus les gens vont vouloir se barrer. Oui, c'est vrai aussi, mais plus tu en possèdes, plus tu as de pouvoir. C'est bien pour ça que les États se réservent le monopole de la création, parce qu'ils peuvent en fabriquer autant qu'ils veulent, et donc ça leur donnera tout le pouvoir qu'ils veulent. Jusqu'à un point critique. Alors que, rappelle-toi, t'as pas né, moi non plus, quand il fallait financer les croisades, les rois, ils s'adressaient aux juifs parce qu'il n'y avait qu'eux qui avaient le droit de prêter de l'argent, parce qu'on l'interdisait aux chrétiens. Alors donc, il en prêtait de l'argent, puis quand il fallait rembourser, on les envoyait au bûcher, les mecs. Bon, maintenant, il y a une autre méthode. Hein. Maintenant, il y a une autre méthode qui est le cours forcé, le cours légal et le monopole de la création. Mais finalement, le but est le même. Mais c'est pour ça que ce qui est beau avec les cryptos, c'est que si jamais il y a un roi qui prend trop de pouvoir dans une crypto,
et ben il va se retrouver tout seul à jouer. Parce que les gens, ils vont aller acheter autre chose. Oui, c'est vrai. Et du coup, il va dire, bon, C'est vrai. voilà, C'est j'ai vrai. 21 millions de bitcoins. C'est vrai. Et en plus, je te dis, Formidable. il faut aussi tenir compte du fait qu'il existe des dispositifs de nature technique, et c'est pour ça qu'il faut aller voir, les natures techniques qui donnent un certain pouvoir ou pas, suivant le suivant le volume de crypto qu'on a. Mais c'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on a forcément beaucoup de pouvoir. Tu vois. Il faut aller regarder en détail quel pouvoir ça te donne réellement. Donc voilà, on dénigre pas Bitcoin, c'est formidable. Surtout pas. Mais gardez l'esprit ouvert. Quoi. Absolument. Soyez curieux, Absolument. soyez... C'est mon message. Imaginez bien que 99,9% de l'univers n'est pas découvert. Tout en sachant que c'est très difficile et que les gens qui ont choisi une crypto-monnaie, ne serait-ce que pour y investir leur argent ou pour y investir leur temps, leur activité professionnelle, etc., c'est très bien, c'est très respectable, je veux dire. À mon avis, le domaine est tellement riche et tellement compliqué que moi, je comprends très bien, si tu veux qu'on dise, moi, Bitcoin, moi, je ne veux pas sortir de Bitcoin. Bon, très bien, bravo. Mais ne dites pas, et tout le reste est de la merde. Ou alors, c'est que vous avez un problème psychologique. Bon. Moi, je les appelle les curés. C'était le curé, il sait, parce qu'il a un livre qui est descendu de Dieu, etc. Bien sûr. Et puis, il y a le scientifique qui dit, moi, je sais que quand je lâche un objet, il tombe par terre, et puis j'ai mon équation, mais après le reste, vous savez, moi, je... tu sais. Voilà. Un article que j'ai sorti exprès pour provoquer, justement, commence par cette phrase, dans l'univers des crypto-monnaies, virgule, il existe une religion bitcoiniste. Mais il y a des religions ailleurs aussi, là. Oui, bien sûr, mais là, il y en a une. Il existe une religion bitcoiniste. On reconnaît ses adeptes. Non, on reconnaît ses adeptes à l'usage du mot shitcoin pour désigner tout ce qui n'est pas bitcoin. Voilà. Et l'article continue sur ce ton-là. Alors, non, ça devient nettement plus sérieux après. Mais j'ai voulu ouvrir, tu vois, sur un truc provocateur pour attirer les réponses. Ça ne manquera pas de faire des commentaires dans les... Et oui, parce que, si tu veux, moi, j'essaie de comprendre les choses. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui ont compris des choses que moi, je n'ai pas comprises. Donc, j'essaie toujours d'établir un dialogue avec ces gens-là. Et plus les gens pensent différemment de ce que je pense moi, et plus j'ai envie de dialoguer avec eux. Et je suis très déçu quand ils répondent pas à mes provocations. C'est une invitation à jouer. C'est une invitation à jouer. Merci beaucoup, Gérard. Je t'en prie. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Ça, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais bon, il y en a un bon moment. Mais on n'a pas. On est libre, nous. Moi, j'ai pas senti le temps passer. Nous, on est en roue libre. J'ai pas senti le temps passer. Rien, et comme je t'ai dit à plusieurs reprises, c'est un sujet sur lequel je pourrais passer le reste de la journée. Merci. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.